Inumbwana, yawangwana. Inumbwana, yawangwana. Inumbwana, yawangwana, tushina wana mkodi konie. Voilà, je m'appelle Djumadou Nabatingar. Je suis géologue de formation. J'ai fait mes études en Italie et je suis rentré donc au Tchad en 1991. Alors, depuis, je suis au ministère des Mines, ministère en charge des mines, et je travaille comme géologue. Voilà, j'ai eu à faire des expériences dans différents postes. Voilà, j'étais aussi un moment conseiller du Premier ministre en charge des mines. J'étais aussi directeur général au ministère des Mines, directeur général de minéralogie. Et voilà, pour l'instant, je suis directeur de recherche géologique et d'exploitation minière à la SONAMIC, c'est la Société nationale des mines et de la géologie, qui est en train de se mettre en place, donc créée en 2018. Et nous sommes progressivement en train de nous installer, de nous organiser pour pouvoir donc jouer le rôle d'interface un peu entre le ministère des Mines et les opérateurs du secteur des mines, les investisseurs qui arrivent. Vous savez, j'ai eu mon bac en 1983. Et à cette période-là, vous savez, on faisait face à deux blocs. Le bloc de l'Est, le bloc soviétique, et le bloc occidental, centré sur les Américains. Et l'Afrique apparaissait un peu au milieu, de temps en temps sollicitée pour diverses raisons, mais beaucoup plus pour ça, la quantité de matières premières que regorge l'Afrique à ce moment-là. Et j'ai eu mon bac C, et pour la petite histoire, pour avoir ce bac, on était obligé de dire que le sous-sol du Tchad était très pauvre. Quand j'étais en 83, on savait déjà, on parlait déjà du pétrole du Tchad. Et déjà en 1973-14, on a déjà inauguré les puits de pétrole de Miandoum. Et donc, les jeunes étaient quand même assez intéressés par la question, par la chose. Donc, nous savons que, contrairement aux textes qui régissaient un peu le système éducatif, les textes, les manuels scolaires à l'époque, qui présentaient le Tchad comme très pauvre, ces manuels n'étaient pas mis à jour. Nous, on était arrivés en terminale, tout le monde savait déjà qu'il y avait le pétrole, mais pour avoir son bac, on était obligé de dire que le Tchad a un sous-sol très très pauvre. Voilà. Donc nous, on avait dit la même chose pour avoir le bac, mais tout en sachant que c'était plus comme ça. On avait déjà des informations, donc voilà, les manuels scolaires n'étaient pas à jour, n'ont pas suivi donc au niveau des connaissances géologiques à l'époque. Et donc, l'avenir de l'Afrique un peu était souvent lié à la matière première, à ses ressources naturelles. Et donc, les conflits aussi en Afrique, les multiples conflits, à l'époque, on en parlait un peu partout. Les soviétiques ou le bloc occidental, etc., interposés. Il y avait donc tous ces conflits. Et tout se jouait autour de matières premières. Et donc on se disait, bon, l'Afrique, son avenir est, qu'on le veuille ou pas, lié à la matière première. Et donc ça nous intéressait déjà beaucoup, essayer de comprendre un peu, de connaître le sous-sol. Donc on avait déjà des envies de savoir un peu plus. Voilà, et donc ça va jouer un peu sur le choix, n'est-ce pas, de faire de la géologie à l'époque.
Et bon, j'ai été formé par des jésuites. Les jésuites, c'est des prêtres, hein, c'est des religieux qui ont contribué beaucoup dans la formation des cadres, hein, du Tchad. Alors, il y avait donc plusieurs établissements scolaires, donc disons de l'école primaire jusqu'en terminale. J'ai été formé par des jésuites et ils nous aidaient aussi, hein, pour nous lancer un peu dans, disons, peut-être nous trouver des bourses, des choses comme ça, parce qu'à l'époque, vous savez que de 1979 jusqu'à 83-4, le Tchad existait vraiment pointillé. Et donc, eux, ils nous formaient, ils continuent à nous former. Les autres établissements n'avaient pas beaucoup de chance. Il y en a qui ont connu des années blanches, etc. Mais nous, on avait cette chance d'être encadrés normalement. Et donc, après la terminale, ceux qui étaient repérés comme assez, disons, outillés pour faire des études supérieures, ils les aidaient à avoir des bourses. Et donc, c'est comme ça que, bon, je faisais partie aussi, donc j'avais la chance d'être soutenu, et donc ils m'ont trouvé la bourse pour étudier en Italie. Mais la géologie, ça c'était mon choix. Parce qu'ils disaient, bon, ils n'entraient pas dans l'Italie, ils nous imposaient pas ce qu'on allait faire. Parce qu'ils avaient un système éducatif assez rigoureux, et puis bon, voilà, mais c'était une chance, c'était vraiment des bons formateurs connus un peu à l'échelle mondiale. Et à la fin, moi j'ai écouté même mon directeur me dire, voilà, vous avez fini, vous avez votre bac en poche, et soyez tranquille parce que vous pouvez réussir n'importe quelles études supérieures. Voilà. Mais en s'amusant un peu, il me disait, voilà, il y a des études, vous pouvez avoir le diplôme, mais dans la profession, peut-être que vous n'allez pas être vraiment bien indiqué. Alors, pour rigoler un peu, il me disait, par exemple, la médecine, vous pouvez être un médecin. Vous pouvez avoir votre diplôme médecin. Mais il me disait, peut-être que vous serez un mauvais médecin. Donc ça, c'était pour blaguer. Et puis il dit, voilà, considérez-moi comme votre ami à partir de maintenant. Alors c'est comme ça que, voilà, moi j'avais déjà mûri un peu la question de faire la géologie. Ils m'ont dit, voilà, bon, la géologie, c'est quand même une chose de matière d'avenir un peu pour l'Afrique. Donc je crois qu'il n'y avait pas d'inconvénient pour que je fasse la géologie. Donc l'Italie, c'était parce qu'il y avait une bourse qui me permettait d'aller en Italie. Bon, ça a été assez facile quand même, parce que bon, en tant que francophone, en parlant français, déjà quand je suis arrivé là-bas, c'était plus facile. L'italien étant une langue latine, donc par rapport à nos amis, nos collègues anglophones, lusophones qui avaient un peu plus de difficultés, bon, lusophones peut-être aussi moins, mais surtout les anglophones, nous étions les francophones assez à l'aise, parce que bon, moi j'avais juste eu droit à faire un mois de cours intensifs. L'italien, ça me permettait juste de mettre un peu dans l'ambiance. Et puis après, je me suis inscrit tout de suite. J'ai commencé les cours en faculté. Et puis surtout, la géologie, c'était en faculté des sciences. C'était les maths, physique. Nous, on était même très bien formés avec les jésuites qui étaient là, où on était vraiment à l'aise. L'italien, c'était juste un peu en vivant dans le milieu. Je crois que ça a été pas très compliqué. Et au point où vraiment on avait réussi à s'insérer vraiment avec beaucoup d'aisance. L'Italie étant à l'époque un pays très accueillant. Et puis surtout, moi j'ai étudié dans la partie du nord d'Italie. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'Africains là-bas, mais les gens étaient assez ouverts, spontanés. Et voilà, ça nous a aidés vraiment pour faire les études. Et on s'est fait très vite d'amis. Parce que nous-mêmes, quand on quittait le collège Charles Douanga des Jésuites, ils nous donnaient des conseils pour les études supérieures. Il dit, une fois que vous arrivez en Europe, préparez bien les premiers devoirs. Réussissez les premiers devoirs et le reste, vous allez voir que ça va être comme baigner dans l'huile. Parce qu'après, vous allez avoir des amis très facilement, une fois qu'on voit que vous êtes vraiment, vous vous affirmez un peu dans les études. Et donc ça, c'est les questions, les conseils qu'on a mis tout de suite, on a appliqué. Donc les premiers devoirs, on les préparait très bien. Voilà, puis après, on affichait les notes. Et voilà, quand tu es en tête un peu, voilà, sur la liste.
Et bien ça, c'était le boulevard qui s'ouvrait un peu pour tout le monde. Et là, on n'avait plus de difficulté pour faire des amis, voilà, et donc je crois que ça a été assez facile quand même pour s'intégrer en Italie. Après un long séjour quand même en Europe, après je suis rentré, mais j'ai été intégré tout de suite à la fonction publique. Puis c'est vrai que j'avais eu la chance, je faisais partie de la dernière vague qui a été intégrée à la fonction publique. Puis après ça, le Tchad était sous programme de FMI. Donc pendant longtemps, je n'ai pas eu des cadets qui m'ont suivi. Donc moi, j'étais un peu le Benjamin de l'équipe des géologues au ministère des Mines. Donc pendant presque 10 ans, c'est après ça qu'il y a eu des nouvelles intégrations qui sont arrivées. Et donc, la question, c'était le secteur des mines n'était pas très opérationnel, donc jusqu'à maintenant, au Tchad, pour diverses raisons. Il y avait d'abord un problème disons, même de contexte, hein, de sécurité de la sous-région à l'époque, parce que le nord du Tchad, le grand nord du Tchad, très intéressant géologiquement, il y avait des conflits entre le Tchad et la Libye, avec tous les pays autour, etc. N'ont pas facilité vraiment de faire des recherches géologiques poussées. Et donc pendant un bon bout de temps, on attendait à avoir les conditions réunies pour faire la recherche géologique, parce que c'était ça surtout, et puis surtout commencer à concevoir des programmes de géologie fondamentale, surtout les cartographies, parce que vous avez toutes les données qu'on a au Tchad, c'est des données obsolètes, des données qui datent des années 40, 50, des années 60. Donc il fallait faire des mises à jour, il fallait aussi réaliser des cartes à des échelles beaucoup plus grandes, hein, pour pouvoir avoir des informations plus détaillées, tout ça. Donc ça, c'était l'une des préoccupations qu'on avait. Et du fil à l'aiguille, vous savez, ça a mis du temps parce qu'après, très vite, on a commencé à se focaliser beaucoup plus sur le pétrole. Au départ, on était ministère de mines, énergie, pétrole, ressources en eau. Donc, quand j'étais arrivé. Et puis après, très vite, on a commencé à se focaliser beaucoup plus sur le pétrole. Et donc, délaissant un peu disons, les mines solides, bon, à quelque chose, bon, peut-être aussi que c'était bien, puisque le pétrole, normalement, le revenu du pétrole devait nous aider à investir dans la recherche, peut-être minière parallèlement, ce qu'on n'a pas pu le faire. Voilà, ça c'est le constat. Et aussi que on s'est rendu compte un peu plus tard, lorsque le prix du baril a commencé à chuter un peu drastiquement, les gens se sont rendus compte que bon, mais le potentiel minier qui était là, si on avait pu aussi booster ce secteur, peut-être ça allait permettre d'éviter, hein, disons, les effets de chute, hein, créés donc par disons, la baisse du baril de pétrole au niveau du marché international. Voilà, donc tout ça, ça a fait que pendant un temps, les géologues au secteur des mines n'avaient pas réussi à réaliser des programmes prévus. Donc c'était un peu, on était en veilleuse, on attendait, et puis bon, entre-temps, on avait aussi besoin de continuer à former les jeunes géologues. Donc j'ai été sollicité aussi à l'université où j'intervenais parallèlement, et dans les instituts universitaires, former un peu les jeunes géologues, en attendant le jour où les mines auront les moyens de pouvoir décoller, qu'on ait aussi un personnel déjà peut-être assez prêt pour pouvoir réaliser des travaux. Donc c'était ça, une des options que j'avais pris. Donc je me suis beaucoup engagé aussi dans l'enseignement parallèlement à mon poste au ministère. C'est vrai que je ne me suis pas détaché carrément à l'enseignement supérieur, mais j'étais en même temps au ministère, mais j'intervenais comme de vacation. Et voilà, donc jusque-là, le secteur de mine continue à attendre toujours, voilà, c'est le constat. Voilà, puis le pétrole est assez avancé.
Maintenant, on se retrouve dans le secteur des mines, surtout qu'il y a beaucoup d'attentes en ce moment pour le secteur des mines. Bon, c'est des petites contributions peut-être à mon niveau, ça et là, mais normalement c'est un travail d'équipe. Et je pense aussi que au niveau des décideurs aussi, je pense que on n'a pas partagé la même vision de ce qu'on doit réaliser. Les techniciens peut-être pensent une chose et les décideurs pensent pas la même chose. Et donc on n'a pas réussi à trouver une syntonie pour pouvoir donc booster le secteur des mines. C'est ce qui explique un peu aussi ce retard, disons, ce delay pour pouvoir décoller en tant que secteur prometteur qui devrait donc contribuer normalement, disons, au PIB, disons, comme ressource économique du pays. Bon, c'est vrai que l'état actuel, la situation du secteur des mines au Tchad demande beaucoup plus d'attention maintenant. Je pense que surtout que les sollicitations, les attentes sont de plus en plus exprimées à l'endroit du secteur des mines pour pouvoir participer, pour pouvoir montrer quand même son apport dans l'économie. Et qu'est-ce qui fait en ce moment, qu'est-ce qui pose comme problème? C'est vrai que le contexte tout autour ne permet pas beaucoup aux investisseurs de venir investir dans le Tchad, pour l'instant. Donc les gens attendent normalement qu'il y ait une paix dans la sous-région totalement. Donc ça aussi, je pense que ça explique un peu les attentes. Les partenaires viennent au Tchad. Les partenaires viennent s'informer. À un moment, c'était beaucoup plus le code minier qui datait de 1995, qui était assez obsolète aussi, qui ne prenait pas en compte beaucoup d'exigences actuelles dans le secteur administratif. Et donc tout cela fait que le contexte, l'état du secteur des mines au Tchad attend encore toujours, n'arrive pas à réunir toutes les conditions pour pouvoir décoller. Mais parallèlement, qu'est-ce qu'on fait? On essaye pousser un peu les activités artisanales. Déjà, nous avons bénéficié quand même d'un projet d'appui institutionnel du PNUD qui a permis donc de travailler dans des zones pilotes, dans le Mayo Kébi Ouest, un peu dans le Guéra, puis dans l'Est, le Sud-Est, dans la zone de Gozbeida, un peu même dans le Wadaï géographique, le Grand Wadaï. Donc ça a permis de mettre en évidence un peu les teneurs en or. Et aussi parallèlement, ça a permis de faire des démonstrations un peu sur les matériaux de construction, par exemple même à base de calcaire, donc la fabrication de chaux, tout ça, ça a été des démonstrations qui ont été très concluantes. Mais ce projet, malheureusement, a pris fin en 1995. L'État tchadien n'a pas su prendre tout de suite le relais. Donc après ça aussi, on est retombé un peu en attente de pouvoir relancer le secteur. Et donc, entre-temps, les techniciens ont dit, bon voilà, comme le projet PNUD a pu mettre en évidence les indices d'or un peu dans ces zones pilotes, bien on va encourager des exploitations artisanales en attendant. Parce que aussi le secteur artisanal est connu aussi pour être un secteur indicateur un peu des activités artisanales, peut à la longue attirer les investisseurs si ces activités sont reconnues, sont bien soutenues, organisées. Donc ça c'est un des défis qu'on s'est donc fixé pour l'instant, de chercher à organiser le secteur artisanal
et de pouvoir organiser les orpailleurs, hein, qui sont donc des hommes et des femmes qui exploitent un peu de façon artisanale. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va penser peut-être les organiser en coopérative, les organiser peut-être en groupe, en groupement, etc. Et les outiller peut-être un peu plus pour qu'ils puissent augmenter leur production. Un grand défi qui se pose, c'est que le Tchad est très vaste. Il est très grand et très difficile à contrôler. Et donc, ces orpailleurs ont pris un peu des initiatives, parfois un peu individuelles, tout ça, et réussissent à écouler leurs produits par des contrebandes, des canaux qui existent de façon parallèle. Et donc, un des grands défis, c'est de réussir à organiser ces acteurs, les mettre en confiance, puisque la SONAMIG, là où je travaille en ce moment, qui a été créée, a un de ses points importants, c'est celui-là, c'est les missions qui ont été assignées, de pouvoir organiser ces orpailleurs. Mais il faut les mettre en confiance pour qu'ils puissent collaborer avec les institutions de l'État. Et donc ça, c'est un grand défi qu'on va relever, qu'on est obligé, qu'on doit relever, si on veut vraiment organiser au mieux ce secteur. Voilà, donc on commence à réfléchir un peu, on commence à faire tout ce travail, mais à l'échelon national, parce qu'il faut qu'on arrive à repérer tous ces circuits, depuis donc les productions jusqu'à l'écoulement, à travers donc le pays limitrophes. Et donc toutes ces difficultés interpellent au quotidien donc, la SONAMIG, qui a été créée pour pouvoir donc dynamiser, booster ce secteur des mines. Ça a été une préoccupation depuis déjà quelques années, puisque l'initiative pour la transparence dans les industries extractives conseille au Tchad à pouvoir rapidement mettre en place un cadastre minier, un cadastre pétrolier. Et ça aussi, c'est l'avantage même du Tchad, puisque un cadastre minier, un portail qui permet à tous les opérateurs de pouvoir avoir des informations en temps réel et avec un niveau de transparence, je crois que c'est à l'avantage d'abord aussi de toutes les parties prenantes, hein, du Tchad d'abord, des entreprises qui arrivent, hein, et donc la société civile aussi qui est assez intéressée par les choses. Et donc les démarches ont été faites. Et maintenant pour le secteur des mines, il y a même le PNUD qui a été sollicité, qui est même déjà assez avancé. S'il n'y avait pas la situation de Covid, je pense qu'on aurait déjà presque finalisé donc le cadastre minier. Mais je pense déjà qu'en ce moment, il y a des unités qui sont déjà en place au ministère. Et le PNUD a même déjà déployé donc, du matériel, déjà fourni des équipements et donc la formation aussi des agents qui sont impliqués dans ce projet. Et donc je pense que c'est quelque chose qui va être assez rapidement réglé, même pour le cadastre pétrolier. Parce que de toutes les manières, nous sommes donc pays qui est en train de mettre en œuvre l'ITIE au Tchad et avec tous les avantages qu'il y a, parce que l'ITIE c'est quand même un bon instrument, un bon outil qui permet donc de garantir un certain climat de sérénité entre toutes les parties prenantes. Vous savez qu'il y a quelques années, c'est encore très difficile de réunir
la société civile, les entreprises, le gouvernement autour d'une table et avoir des échanges et des débats responsables. Et tout ça, c'est le mérite de l'ITIE. Et je pense qu'en ce moment, le Tchad va bientôt passer, disons, au stade donc, de validation avec les nouvelles normes de l'ITIE 2019. Vous savez que dans un premier temps, le Tchad a été même, disons, validé comme pays confort de l'ITIE. Maintenant, on a décidé de revoir un peu les exigences à partir de 2019. Donc, tous les pays sont remis un peu au même niveau. Et le Tchad est en train aussi de vouloir se réaffirmer son engagement pour rester un pays conforme par rapport à l'ITIE. C'est encore peut-être un peu tôt pour évaluer les impacts du code minier 2018, surtout que aussitôt après on a fait face à la pandémie et donc ça a freiné beaucoup, disons, les élans des investisseurs, surtout étrangers, qui se sont annoncés pouvoir travailler au Tchad. Mais je pense que en 2018, nous sommes maintenant en 2021, c'est pas assez large comme période pour pouvoir déjà voir l'impact. Mais sinon, il y a eu des corrections un peu. Il y a eu des éléments nouveaux dans le code 2018 par rapport au code de 1995 qui permettent de rassurer aussi davantage, comme je le disais tout à l'heure, les opérateurs dans le secteur, et avec le souci aussi de pouvoir prendre en compte les préoccupations des gouvernants de l'Afrique, parce que les chefs d'État en 2007-2009, je crois qu'ils ont décidé de définir un peu une vision minière africaine. Et donc les préoccupations sont bien claires pour que les ressources puissent profiter quand même au bien-être et qui donc puissent être quand même un levier de développement durable. Et donc tous ces éléments, ces préoccupations, y compris sur la transparence de l'industrie extractive, tout ça, ont été pris en compte dans ce nouveau code minier. Qu'on a eu la chance aussi de pouvoir avoir autour de nous des grands experts africains qui ont aidé à relire et à améliorer ce code minier. Et donc je pense que ça pourrait quand même rassurer beaucoup plus. Parce que dès qu'on a parlé de ce nouveau code minier, les gens se sont annoncés, sont arrivés. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a des situations indépendantes dû donc au Covid qui a retardé, qui a bloqué un peu les élans des uns et des autres. Voilà. Mais peut-être qu'il faut attendre encore un peu pour pouvoir évaluer un peu l'impact réel de ce nouveau code minier sur l'activité en général. C'est vrai que dans les recherches, il était question de pouvoir tenir compte de la situation d'enclavé. Le Tchad des pays enclavés, c'est vrai que en termes aussi de facilité pour les opérateurs étrangers quand ils arrivent, etc., quand ils ont choisi peut-être des pays qui ont accès plus rapide à la mer, tout ça, c'est vrai que le Tchad part un peu avec un handicap. Donc, on essaie de tenir compte un peu de tout ça. Et il est question vraiment de pouvoir booster ce secteur. Donc, la recherche, généralement, c'est
des activités à fond perdu. Et donc, si on taxe, on augmente des charges déjà dans la phase de recherche, ça peut ne pas jouer en faveur donc, disons, de l'idée de booster le secteur, de pouvoir développer ce secteur. Donc, toutes ces préoccupations, on les a quand même vues un peu, hein, on a essayé de voir tout ça. Et je pense que une fois la recherche concluante, on passe à des phases d'exploitation. À ce moment-là, on peut donc remettre des charges qui sont quand même sont bien justifiées. Voilà. Donc c'est un peu tout ça, mais je crois que c'est pas quand on regarde un peu, il y a des pays peut-être qui ne font pas ça, mais nous au Tchad, on a voulu vraiment être dans l'idée de faire la promotion un peu du secteur des mines. Et puis après, on verra toujours quand on passe dans la phase d'exploitation, eh bien, les charges peuvent être justifiées et compréhensibles. Je pense vraiment pas parce que dans tous les cas, on parle un peu du principe que quand on fait brandir beaucoup, hein, quand on fait brandir le bâton, etc., je pense que on ne peut pas avoir les effets escomptés. Donc la réflexion, c'est dans ce sens qu'il faut voir. C'est vrai qu'un code minier n'est jamais figé. Hein. On va peut-être travailler en étapes, mais dans un premier temps, on essaie vraiment de faire telle manière que ce secteur endormi pendant un bon bout de temps, sur un potentiel connu, tout le monde en parle, mais il faut quand même l'amorcer. Ensuite, on pourra revoir un peu les conditions, peut-être améliorer ou relire le code. Normalement, il y a des exigences nouvelles. C'est un secteur qui n'est pas figé, voyez. Donc, au besoin, on pourrait toujours savoir et revoir les diverses situations. Mais je pense aussi qu'on a prévu des textes d'application, etc., qui peuvent améliorer au besoin, et avec les lois de finances qui sont votées chaque année. Donc ça permet quand même d'être attentif et de suivre un peu disons, la situation et de réagir peut-être au cas par cas, mais assez quand même rapidement, s'il y a besoin, s'il y a nécessité. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau-là aussi, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude, puisqu'on avait vraiment mis le temps pour échanger. Hein, on a même impliqué les députés au niveau de la législation sortante, là, qui ont vraiment travaillé aussi en ce sens-là, avec les experts africains, avec on a beaucoup échangé sur cette question-là. Donc, je pense que pour l'instant, ces dispositions sont quand même assez réfléchies, assez. Il y a eu quand même des partages, hein, voilà, une vision partagée un peu sur toutes ces questions. Voilà, la stratégie du Tchad le Tchad ne peut pas s'extraire, hein, de ce contexte. Tout le monde va est obligé donc de prendre une position, de réagir un peu par rapport donc et donc intégrer cette période de transition énergétique. Et tout ça. Donc, nous, au niveau du Tchad, sommes en train de faire aussi un plaidoyer pour qu'on essaie de focaliser un peu nos attentions dans la recherche un peu de ces minéraux stratégiques, hein, qui vont rentrer beaucoup plus dans la fabrication par exemple des batteries ou bien des nouvelles technologies un peu qui puissent prévoir, hein, progressivement, disons, la fin, par exemple, des énergies fossiles vers les énergies peut-être plus vertes, etc. Et donc, peut-être les fabrications, déjà on projette, hein, les fabrications, par exemple, des automobiles qui vont plus ou moins progressivement plus utiliser, par exemple,
l'énergie fossile. Donc tout ça, nous, au niveau du secteur des mines, ça nous donne ça nous donne beaucoup d'espoir pour nous appuyer dans la recherche. Parce que le Tchad, on avait eu même un ministre qui avait l'habitude de raconter souvent, il dit, mais au Tchad, il disait, on m'a toujours dit qu'au Tchad, quand on prenait le tableau de Mendeleïev, le tableau périodique des éléments naturels, ici au Tchad, vous avez tous ces répondants ici, tous les éléments qui sont dans le tableau de Mendeleïev, le trou du Tchad. Bon, c'est une façon de dire voilà, que le sous-sol du Tchad, tout le monde le dit, est très riche. Bon, on peut avoir ces minéraux stratégiques-là qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, pour l'avenir. Je pense qu'en ce moment-là, le Tchad peut s'inscrire dans un futur proche rayonnant du secteur des mines. Je crois qu'avec des justifications un peu plus dans les investissements. Donc, nous parlons en ce moment aussi justement de pouvoir orienter nos recherches vers ces minéraux stratégiques-là. Et donc, il y a des possibilités, il y a de l'espoir d'en trouver aussi au Tchad, pourquoi pas. Et donc ça va aider un peu à pouvoir déjà prévoir le futur qui va être peut-être beaucoup moins axé sur les énergies fossiles. Et donc le Tchad doit moins penser sur le pétrole, mais beaucoup plus investir dans le secteur des mines. Et je pense que c'est pour ça aussi que le secteur des mines au Tchad commence à revertir, à occuper une importance, se mettre un peu en première ligne en ce moment. Donc je crois que c'est le moment vraiment pour que le Tchad puisse, surtout le secteur des mines, puisse déjà réussir à mobiliser des moyens. Il nous faut des financements. Je pense que c'est un peu à ça qu'on va axer nos plaidoyers pour pouvoir très vite répondre aux attentes et aussi projeter un avenir un peu plus sûr, si on arrive à mettre en évidence donc ces minéraux stratégiques. Je pense qu'il y a des possibilités d'en trouver. Oui, les difficultés, c'est vrai que sur le Tchad, c'est tout simplement les moyens qu'il faut mettre. Les moyens font défaut. On ne dote pas vraiment le secteur des mines. Nous, la réflexion, les propositions qu'on fait en ce moment, si on veut vraiment booster assez rapidement ce secteur, il faudrait qu'on arrive à créer un fonds minier. Parce que l'État qui intervient ponctuellement avec des subventions, etc., dans le secteur, ça ne peut pas permettre de projeter des programmes de recherche à long terme. Et donc, pour pouvoir remédier, pouvoir donc faire face à cette incertitude qui ne permet pas d'avancer, je crois qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre en place des mécanismes pour avoir des financements de façon pérenne. C'est-à-dire qu'il faut une création, il faut mettre en place un fonds minier. Je pense que ça va être la solution. Et je pense que c'est possible, tout à fait. Déjà même à partir on peut même parler d'un petit pourcentage, même sur les revenus pétroliers, mais un mécanisme sûr qui permet donc d'avoir un fonds sûr. En ce moment-là, on peut projeter. Parce que déjà, dans le secteur des mines, on parle en termes de 5 ans. Un petit projet dans le secteur des mines, c'est en termes de 5 ans. Et quand on commence un projet minier, eh bien, pendant ces 5 ans, il ne faut pas arrêter le financement. Vous voyez, et c'est assez contraignant. Il y a un effort initial qu'il faut le faire, qu'il faut soutenir. En ce moment-là, après, les résultats, après les retombées, et quand ça commence à tomber, c'est énorme. Mais avant ça, il faut vraiment un effort soutenu. Et donc, pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, avec cette façon d'attendre que le gouvernement, de temps en temps, injecte un petit fonds ponctuel pour faire des recherches, je crois que ça ne va pas nous mener à pouvoir booster le secteur des mines. Il faut absolument qu'on mette en place des mécanismes pour la création des fonds
fonds miniers. Voilà, les chercheurs, un peu, bon, c'est la même chose aussi, hein, même ceux qui sont en enseignement supérieur, il faut qu'il y ait des mécanismes qui leur permettent d'avoir des fonds, quelque chose de façon qui sont pérennes pour pouvoir programmer les recherches programmées. Et donc, après, aussi être capable d'avoir des moyens de publier les résultats de ce qu'on fait. Montrer aux gens qu'on avance. Donc, tout ça, je pense que ça revient à la question de comment doter les chercheurs des moyens pérennes pour faire des recherches. Aux décideurs, je dirais que il est tout à fait possible que le Tchad devienne un pays minier. Tout à fait possible. Maintenant, les stratégies pour y parvenir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il nous faut un mécanisme pour pouvoir financer les recherches de façon continue, sans interruption. Dans le secteur des mines, on ne fait pas de recherche de façon discontinue. Et surtout qu'il faut outiller les agents dans le secteur des mines. Parce que aussi, maintenant, il y a des techniques en révolution qui évoluent. Et même l'introduction un peu de l'intelligence artificielle dans le secteur des mines. Plus on avance, le contexte évolue. Il faudrait qu'on soit à jour aussi. Il faudrait qu'on s'adapte. Voilà. Donc, de moins en moins, comment on appelle les investisseurs classiques ne veulent plus faire de la recherche parce que c'est des fonds perdus avec des risques. Donc, c'est les États souverains qui doivent être capables de dire, voilà, on cible nos points prometteurs. Et il y en a, avec des informations mises à jour, des préfaisabilités ou des faisabilités. Ça demande un peu d'argent pour le faire, et un petit moyen pour pouvoir le faire. En ce moment, quand les partenaires arrivent, dites voilà, mais c'est ça, nous, l'état actuel, l'état de connaissance. Nous avons donc une faisabilité. Nous avons des réserves confirmées. Nous avons des quantités. Et on peut exploiter pendant combien d'années? Tous ces éléments-là, c'est dans des faisabilités. Et donc, ça demande un petit moyen, mais c'est quand même conséquent, puisque dans le secteur des mines, c'est un secteur un peu onéreux. Voilà. C'est un secteur budgétivore. Mais il faut bien penser. Et les techniciens, ici au Tchad, il y en a. Il y en a qui sont outillés, qui sont là, qui attendent tout simplement de pouvoir, disons, prouver, confirmer, n'est-ce pas, les indices qui existent depuis des années, tout le monde le sait. Mais ça ne suffit plus parce qu'il faut qu'on soit capable de dire, voilà, ces indices, on les confirme. Et ces réserves, ces minéraux, on va les exploiter pendant combien d'années? Voilà. À quelle quantité de production annuelle? Donc ces éléments-là, on a besoin d'un petit peu de moyens pour le faire. Et donc le Tchad peut devenir un pays minier. Pour la simple raison qu'il y a quelques années, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens venaient voir ce qu'on faisait ici au Tchad dans le cadre de la démonstration grâce au projet PNUD, qui était un projet très bien conçu à l'époque. C'était une référence dans la sous-région. Les autres sont venus voir un peu sur le parti chez eux. Les Burkinabés parlent déjà de ces pays miniers, d'une certaine manière relativement parlant en Afrique. Le Mali, le Niger. Vous voyez, donc le Tchad peut devenir un pays minier. Donc, il suffit tout simplement que les décideurs puissent faire confiance aux techniciens qui sont là, qui attendent, voilà, qui ont besoin tout simplement de petits moyens pour pouvoir, disons, confirmer. Et les jeunes, eh bien, vous savez que ça, c'est un secteur d'avenir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les matières premières. L'Afrique, c'est ça, la force de l'avenir. L'Afrique, c'est les matières premières. Et maintenant, on va commencer à organiser un peu mieux ce secteur. À la lumière de la vision minière africaine, qui va exiger un peu plus quand même qu'on puisse transformer sur place les produits. Avant, on les amenait de façon brute, on les exportait totalement. On va exiger un peu plus maintenant qu'on les transforme aussi sur place. Et donc, ça va donner du travail aux jeunes. Le secteur minier, c'est un secteur générateur d'emplois dans le monde, même rural.
À la différence du pétrole où il faut être. Ça prend juste une équipe de gens, mais c'est avec ce sont des spécialités pointues. Ça vous prend juste 100, 200, 300 dans un pays, alors que le secteur minier peut prendre des milliers déjà de main-d'œuvre, même dans le monde rural. Et les jeunes pourront avoir du travail, pourront avoir de l'emploi. Donc le secteur minier, c'est le secteur qui va développer vraiment le Tchad. Et en même temps l'Afrique, parce que je pense que c'est la même situation un peu partout. Inumbwana ya wangwana, inumbwana ya wangwana. Inumbwana